regardez 64 minutes, merci d'être avec nous. Nous sommes vendredi et le vendredi maintenant, c'est notre nouveau rendez-vous. Allons-y, Franco. Franco comme franchement, Franco comme francophone évidemment. Chaque semaine, vous retrouverez la bande d'Allons-y Franco, l'actualité vue par nos partenaires francophones, des chaînes publiques, des regards croisés, pluriels. Et ils ont accepté de participer à cette première et je les en remercie. Anne-Laure Jumet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice adjointe de la rédaction internationale de Radio France. Vous allez nous apporter votre vision internationale vue de Paris. À vos côtés, Frédéric Arnoux, bonsoir. Bonsoir. Donc vous représentez le Canada, vous tout seul, puisque vous êtes correspondant pour notre partenaire Radio-Canada. Et vous signez aussi ce livre. C'est aussi ça, l'Amérique qui sort la semaine prochaine en France. Et enfin, Samy Ketz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, vous avez été grand reporter à l'agence France Presse et aujourd'hui vous êtes responsable donc des grands reportages à Lorient Le Jour. Merci d'être avec nous. Et n'oublions pas Michel Cerutti qu'on ne présente plus. Vous êtes depuis la Suisse, depuis les studios de la RTS, notre partenaire suisse. Merci d'être avec nous, Michel. Alors effectivement, l'idée d'Allons-y Franco, c'est de revenir sur des grands thèmes, des temps forts de l'actualité de la semaine. Un sujet s'est imposé, évidemment. C'était hier dans la bande de Gaza et à Tel Aviv. Regardez. Voilà la joie dans les deux camps. Effectivement, un cessez-le-feu est entré en place aujourd'hui, a été mis en place à midi heure locale dans la bande de Gaza. Et les 20 otages vivants, ça a été confirmé aussi par Benyamin Netanyahou, eh bien, ils seront de retour dès lundi avec peut-être une journée de fête nationale. Samy Ketz, je commence avec vous. Vous connaissez très bien cette région. Est-ce qu'on peut être optimiste ? Je pense qu'on peut être optimiste pour le début. Mais de graves problèmes restent à poser parce qu'en fin de compte, après la libération des otages, va rester le problème du retrait israélien, va rester le problème du Hamas, c'est-à-dire que les Israéliens peuvent très bien décider que le Hamas n'a pas désarmé, donc peut continuer à attaquer. Et puis le Hamas, de son côté, peut très bien dire aussi aux Israéliens, écoutez, puisque vous ne bougez pas, nous sommes en danger et donc rien n'est réglé, même si une partie a été résolue. Effectivement, rien n'est réglé. Comment ça a été couvert par vos médias ? C'est-à-dire, effectivement, ça a été la une partout, avec une volonté d'être aussi bien à Tel Aviv, Jérusalem, que dans la bande de Gaza. Anne-Laure Jumet ? Exactement. On a notre correspondant permanent donc, à Jérusalem, Thibault Lefebvre, qui a été rejoint par Marie-Pierre Véraud, qui est notre correspondante à Istanbul et qui donc s'est dépêchée vers Tel Aviv. On a une autre équipe qui est arrivée avec Valérie Krova, donc qui va rester côté israélien, et Marie-Pierre passe côté Ramallah en Cisjordanie pour couvrir effectivement l'aspect palestinien. Et nous avons également, à la fois avec nos équipes à Paris et avec nos équipes en Israël, la possibilité d'appeler des Gazaouis, des journalistes gazaouis aussi avec lesquels on travaille régulièrement pour avoir aussi la parole des Gazaouis, puisque je vous rappelle qu'on ne peut toujours pas rentrer en tant que journaliste à Gaza. Effectivement, il y a eu une sorte de voyage de presse le 3 octobre pour quelques médias internationaux. Même question pour vous, Frédéric Arnoux. Effectivement, est-ce que c'est effectivement un moment historique ? Toutes les rédactions étaient sur le qui-vive parce que ça fait plus de 2 ans maintenant. Oui, c'est ça. C'est en fait un aboutissement, certains vont dire relativement positif, après 700 jours quand même d'un conflit qui n'a pas arrêté de défrayer la manchette. Et c'est sûr qu'au Canada, on a envoyé évidemment des équipes également sur le terrain, avec toujours évidemment cette déception depuis le début de ne jamais avoir pu accès justement à Gaza. On avait une journaliste qui avait été acceptée avec ce qu'on appelle des influenceurs, qui étaient beaucoup plus des gens qui voulaient être un peu la courroie de transmission du pouvoir de Benyamin Netanyahou en disant regardez on essaye d'aider les Gazaouis, on essaie de leur fournir des aides humanitaires. Donc c'était important d'y être aussi pour montrer un petit peu dans les coulisses qu'est-ce que ça voulait dire en fait cette espèce de promotion en fait d'Israël par rapport à l'aide qui était offerte aux Gazaouis dans le fond. Oui, l'aide humanitaire, on a eu beaucoup de personnes qui étaient effectivement, beaucoup de personnels humanitaires qui sont venus témoigner. Michel Cerutti, la Croix-Rouge importante et effectivement beaucoup d'ONG en Suisse, ça a été un prisme important et aujourd'hui j'imagine qu'elle continue à dire qu'il faut absolument aller de plus en plus vite. Là on parle de 600 camions d'aide humanitaire par jour.
Estelle, je suis navré, mais malheureusement, on a un problème de son, donc je n'arrive pas à comprendre votre question. Le son est complètement haché. Je suis navré, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas ce que vous m'avez posé comme question. Écoutez, c'est pas de on va essayer de régler ce petit souci de son, Michel. On va revenir aussi sur Donald Trump, effectivement, l'artisan de cet accord de paix. D'ailleurs, bon, il tire, est-ce qu'on peut dire s'il tire ou pas la couverture à lui? C'est une victoire pour lui diplomatique, Anne-Laure Jumet? On peut dire qu'effectivement, il a mis toute sa pression sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, une pression dans la dernière ligne droite. Il y a eu un événement qui a un petit peu changé la donne. C'est quand Israël a frappé Doha pour atteindre des membres du Hamas qui étaient en train de négocier. Et ça, Doha, le Qatar est un partenaire de Donald Trump. Et ça a un petit peu changé la donne. Donald Trump a d'ailleurs demandé à Netanyahou de s'excuser auprès du Premier ministre qatari. Ça a été dans le bureau ovale. Ça a été vraiment quelque chose qu'il a demandé. Et là, on voit bien que quand Netanyahou est réuni son cabinet pour signer l'accord de cessez-le-feu, il a à ses côtés, à gauche et à droite, il est entouré de Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Trump au Moyen-Orient, et de Jared Kushner, le gendre de Trump, donc cornaqué par les Américains au moment de la signature de l'accord de cessez-le-feu. On voit que Trump a mis tout son poids dans la balance. Après, il n'est pas le seul. Le Qatar a joué un rôle, l'Arabie Saoudite et la France aussi, avec cette reconnaissance de l'État palestinien à New York à l'AG de l'ONU. On va y revenir, la effectivement. Turquie, l'Égypte, il y a d'autres pays qui ont joué un rôle. Mais alors justement, sur cette victoire de Donald Trump, on va voir cette une, vous l'avez certainement vu, de Jerusalem Post. C'est même le président américain qui a posté, alors on peut voir, il va ramener les otages à la maison. Il y a eu cet échange. Est-ce que ça a été repris entre le président américain et des familles d'otages israéliens mais américains, où il les alerte? Ça, c'est aussi une autre façon de faire de la diplomatie aujourd'hui, Frédéric Arnoux. Oui, exactement. Et en fait, c'est vrai que c'est quand même une victoire. Qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, Donald Trump a quand même joué un rôle assez essentiel là-dedans. C'est une belle victoire. En même temps, il avait besoin aussi d'une certaine victoire sur le plan international parce que depuis le début, il avait promis qu'il allait régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Bon, finalement, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que Vladimir Poutine le promène un petit peu comme il le veut. Là, au moins, il y a eu vraiment un résultat assez efficace là-dessus. Après, on verra. Bon, il dit que c'est le 7e conflit qu'il a réglé, donc il aurait mérité le fameux prix Nobel de la paix. Bon, il n'a pas eu. Bon, c'est comme ça. Mais c'est quand même un certain gain pour lui, ça c'est clair. Ouais. Samy Ketz, oui, parce qu'effectivement, on évoquait à l'instant la pression internationale. Il y a eu un tournant quand Israël a bombardé le Qatar, allié des Américains. Est-ce que là, ça a été trop loin et c'est là que Donald Trump a changé d'avis pour vous? Oui, parce que je crois que pendant un certain moment, on avait l'impression que Netanyahou promenait Donald Trump. Comme Vladimir Poutine. Il lui disait, voilà, il faut faire ça. J'ai attaqué le Qatar avec l'accord de Trump, ce qui n'était pas le cas. Et je crois que là, Donald Trump a voulu dire, voilà, c'est moi le patron quand même. C'est moi le boss. Et donc, ce n'est pas à vous de décider comment ça se passe. Et ça va continuer? Ça a été, et Doha a été le tournant qui a fait changer Donald Trump de position en disant je n'ai plus envie d'être baladé par Netanyahou. Et le fait, la pression de la communauté internationale avec la France, le Canada qui ont reconnu l'État de Palestine, là c'était effectivement appuyé par l'opinion publique. On a vu des manifestations énormes dans de nombreux pays. Mais le Canada est intéressant parce qu'on n'est pas un joueur énorme sur la scène internationale. En général, on suit toujours la position américaine. Mais là, on a remarqué qu'il y avait une certaine scission à un moment donné où on a vu à un moment donné justement le nombre de morts qui s'accumulait du côté palestinien. Et là, Mark Carney, le Premier ministre canadien, a dit il va falloir qu'on fasse autre chose parce que ça ne marche pas. Donc il y avait quand même une certaine séparation de la politique de Donald Trump là-dessus, qui était un peu plus, je ne vais pas dire pro-palestinienne, mais qui faisait qu'il fallait changer, il fallait trouver une autre avenue, d'où cette reconnaissance. Le Canada était un des 3 premiers pays du G7 à reconnaître justement l'État palestinien et il croit toujours à la solution de 2 États, ce qui n'est pas le cas actuellement, ni côté Benjamin Netanyahou, ni du côté de Donald Trump non plus, en tout cas dans l'état actuel des choses. Donc il y a une différence. Il y a une différence. Alors Michel Cherouti, la Suisse, non. Alors expliquez-nous pourquoi la Suisse n'a pas voulu reconnaître l'État de Palestine.
Écoutez, les observateurs ne sont pas tout à fait au clair quant aux raisons exactes. Enfin, on les connaît, mais elles ne sont pas toujours très convaincantes. Officiellement, le DFE, le département des Affaires fédérales des Affaires étrangères, via son conseil fédéral Ignacio Cassis, dit que, eh bien, on prône la solution à deux États, mais qu'aujourd'hui, eh bien, on n'a pas réuni les conditions nécessaires pour reconnaître un État palestinien au sens du droit international, avec une population, un territoire, une autonomie, etc. En coulisses, on dit aussi que les pressions israéliennes font que la Suisse se montre très timide pour aller à l'encontre de la volonté israélienne qui ne veut pas entendre, on l'a vu ces dernières semaines, d'un État palestinien. À l'intérieur du pays, il y a pas mal de critiques qui sont adressées à l'endroit du Conseil fédéral et du département fédéral des Affaires étrangères parce que justement on ne veut pas reconnaître cet État palestinien, les ONG, à l'échelle internationale aussi. La Suisse joue un tout petit peu sa crédibilité en restant en retrait, en disant qu'elle veut se garder une marge de manœuvre, que les conditions ne sont pas réunies, qu'elle souhaite attendre. C'est un discours qui est officiel, mais en même temps c'est pas le discours qui convainc la majorité de la population et en tout cas pas non plus la majorité des partis de gauche en Suisse. Alors beaucoup de questions se posent aujourd'hui pour la mise en place de ce plan, vous l'avez rappelé Samy Kett. Juste un mot de Marwan Barghouti, parce qu'on se demande qui, côté palestinien, pourra prendre vraiment de la place. A priori, c'est non pas de libération. Comment vous l'expliquez, Anne Langemi ? Alors, Barghouti, c'est effectivement quelqu'un qui purge une peine à perpétuité dans une prison israélienne. Il a été incarcéré il y a 20 ans maintenant pour son rôle dans la deuxième intifada. En fait, on peut interpréter de plusieurs manières. Soit Israël n'a pas voulu donner effectivement aux Palestiniens quelqu'un qui pourrait prendre le lead dans un futur État palestinien, dans le cadre d'un futur État palestinien. Ça pourrait être la relève d'un Mahmoud Abbas, aujourd'hui président de l'autorité palestinienne, qui est vieux, qui est contesté, etc. Mais il ne faut pas surinterpréter non plus sa légitimité. C'est quelqu'un qui peut aussi être... Oui, pourtant, il y a le ministre d'extrême droite qui est allé dans sa prison. Ça avait, oui, c'est vrai. Vraiment créé mais en fait, notre correspondant, pour le citer à Jérusalem, me disait que voilà, Barghouti, ça pouvait être aussi quelqu'un qui pouvait gêner Abbas. Donc peut-être qu'à l'inverse, Israël aurait pu le libérer pour gêner Abbas. Donc finalement, il est difficile d'interpréter de manière certaine sa non-libération. Ce qui est certain, c'est qu'on rappellera qu'il y a 1700 prisonniers qui vont être libérés et 250, plus 250 qui sont aujourd'hui incarcérés à vie dans les prisons israéliennes. Et dans ces prisonniers, il y a une crainte en Israël que certains soient les terroristes de demain, en fait. Et ça, c'est un peu un sujet pour l'opinion israélienne. Samy Kett, là, on l'a dit, il y a beaucoup de questions en suspens. Pour vous, qu'est-ce qu'il va falloir suivre très attentivement dans les jours qui viennent là ? Je pense que ça va être bien sûr la libération des prisonniers, mais ensuite, il ne faut pas non plus voir... On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais en tout cas, il n'y a pas d'ivresse à avoir. Il ne va pas y avoir de changement radical dans les jours qui viennent. On va passer maintenant à un autre sujet, la crise politique en France, qui est très suivie aussi, parce que c'est un peu un psychodrame. Voilà, on n'a toujours pas de Premier ministre. Ça devrait, en France, ça devrait être annoncé d'ici 20h ce soir. Il y a une réunion de crise tout à l'heure. Et la gauche n'était pas du tout contente, à commencer par la chef de file des écologistes. On l'écoute. Nous sortons de cette réunion sidérés. Sidérés parce que si, comme d'habitude, un tour de table a pu être fait pour que chacun pose un peu ses préoccupations, nous estimons que nous ressortons avec aucune réponse sur rien, si ce n'est que le prochain Premier ministre qui devrait être nommé dans les heures qui viennent, nous dit Emmanuel Macron, ne sera pas dans notre camp politique, pour le dire clairement. Oui, il sera d'ailleurs du socle commun, c'est ce qui semblerait se profiler. Est-ce qu'on spécule aussi au Canada? On suit ce suspense, ce feuilleton à suspense? On suit ça un peu comme une mauvaise télé-réalité qui a été très mal scénarisée en fait. On a un maître du jeu qui dévoile pas du tout ses cartes, qui ne donne pas de petits bonbons aux participants. Il y a des candidats qui ne veulent même pas jouer en fait à ce jeu-là, et on a des candidats qui pourraient être Premier ministre, et en fait ils disent non, je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc on regarde un petit peu ça en mangeant du popcorn, en se disant tiens, ça va être quoi la prochaine chose qui va nous sortir de son chapeau, Monsieur Macron. Donc peut-être encore Sébastien Lecornu. Mais ça aussi, ce serait encore un autre coup. En fait, c'est du théâtre de boulevard aussi assez étonnant, avec des portes qui claquent, avec des gens qui ont dit oui puis qui disent non, qui sortent de là. Donc c'est un peu une comédie française dans le fond. Voilà, une comédie française vue du Canada. Alors vue de Suisse, est-ce que c'est la même perception ou pas, Michel ?
Oui, c'est assez similaire. J'ai envie de vous dire, j'ai une phrase que j'aime beaucoup, le pire n'est jamais décevant. Et on a l'impression qu'en France, aujourd'hui, c'est un petit peu ça qui se produit au quotidien au niveau politique. Alors, on a l'habitude de suivre les faits et gestes de la politique française, en tout cas du côté suisse francophone, qui est assez proche culturellement de cette France-là, du côté alémanique aussi, parce que le pays est proche. On a des liens économiques étroits avec la France, on a des liens de frontières avec la France, on a des liens de binationaux, de population qui vient travailler en Suisse. Donc c'est quelque chose qu'on suit avec une attention depuis des années. C'est vrai qu'on regarde ça avec un certain effarement, et chaque jour un peu plus aujourd'hui, avec une certaine empathie côté francophone, avec une volonté d'analyser et de trouver plutôt des solutions un peu plus sobres du côté alémanique, et un peu deux regards, un peu plus chirurgical du côté alémanique, un peu plus, on va dire, public de théâtre en Suisse romande. Mais au final, on se pose aussi beaucoup de questions quant à cette France aujourd'hui qui semble ingouvernable, où on a l'impression que le bien commun a été quelque peu abandonné au profit des carrières personnelles. C'est en tout cas comme ça qu'on le voit. Et puis avec cette différence fondamentale, c'est-à-dire que la Suisse est un État confédéral où le compromis prime, alors parfois avec des lenteurs politiques qui sont évidentes, mais en même temps avec un consensus qui permet justement à ce que le bien public avance. Et puis on a l'impression aujourd'hui en France que c'est pas du tout le cas, qu'il y a une déconnexion entre la population et les élites politiques et que le pays est à l'arrêt d'une certaine manière. Donc c'est une mauvaise comédie française à laquelle on assiste pour suivre ce que disait Frédéric tout à l'heure. Voilà, et ça inquiète effectivement aussi au niveau économique. Ce qui frappe aussi Anne-Laure Gimlet, c'est comment dire, alors le gap, c'est pas du tout francophone, hein, attention, mais voilà, entre Emmanuel Macron à l'international et puis sur le plan national. C'est vrai. Alors, il y a une différence, je pense, entre la perception de nos voisins européens et peut-être une perception plus internationale des choses. En Europe, il y a quand même une inquiétude sur cette instabilité gouvernementale, d'autant que, vous le savez, la France doit présenter un budget, qu'il y a des engagements de réduction du déficit public et que c'est un sujet important pour nos voisins européens, notamment l'Allemagne, qui est un partenaire historique, mais pas seulement. Je voudrais vous raconter une petite anecdote que j'ai lue dans la presse. Le président de l'Eurogroupe à Luxembourg, hier, se félicitait d'avoir eu une discussion très franche et très constructive avec le ministre des Finances, Le Cornu. Alors, non seulement le ministre des Finances aujourd'hui, c'est Roland Lescure, même s'il est démissionnaire, et voilà. Et donc, il a fait une confusion avec le Premier ministre, également démissionnaire. Pour vous dire qu'il y a un peu de brouillard aujourd'hui auprès de nos voisins européens sur ce qui se passe en France. Par ailleurs, si on regarde un peu plus, si on élargit un peu la focale, on voit qu'Emmanuel Macron continue effectivement à l'international à avoir une certaine assise. Sans doute que ses collègues lui disent « Bon, dis donc, chez toi, il se passe quoi exactement raconte-nous ». Mais ça n'entame peut-être pas totalement son crédit à l'international. On voit que cette séquence, lors de l'AG de l'ONU à New York, sur la reconnaissance de l'État de Palestine, on y revient, a été plutôt une séquence positive pour lui. Donc merci à vous quatre d'avoir été les premiers à inaugurer ce rendez-vous francophone. Allons-y franco, regard croisé, je le rappelle, de nos partenaires francophones.